Ainsi, lorsqu'on accumule tout ce savoir, on le met en synergie et on fait des livres. Des livres qui correspondent soit à la discipline linguistique stricto sensu, soit à l'ethnocien. Alors, la linguistique stricto sensu, c'est la description du Palawan, phonologie, morphologie, catégorie, mais il n'y a pas la syntaxe encore, quoique je pense que dans cette langue, il s'agirait plutôt de faire une morphosyntaxe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la sémantique dans une société humaine. Je veux savoir quel est le sens qu'elle donne à ses mots, à sa pensée sur le monde, à tout ce qu'elle échange dans les dialogues, dans les narrations, dans les arts de la parole. C'est ça qui m'intéresse, depuis toujours. Donc, c'est évidemment, comme j'étais prise avec des maîtres très exigeants en sciences naturelles et que la grande vogue à ce moment-là était l'ethnoscience, j'ai fait une thèse d'État, ça n'existe plus maintenant, en ethnosciences sur les taxonomies indigènes. Et je n'utilisais pas que cela, je le connectais à la mythologie. J'essayais d'interpréter, de faire une analyse interprétative des mythes. J'essayais de comprendre qu'est-ce qu'ils signifiaient, qu'est-ce qu'ils apportaient à la psyché collective. Mais ce n'était pas une analyse structurale des mythes, loin de là. Ça a été fait par Charles MacDonald sur quelques mythes. Ensuite, ça s'appelle... Enfin, c'est tout un autre livre. Ça s'appelle L'élévation du ciel, mémoire des mythes, un truc comme ça. Mais c'est une analyse structurale des mythes. Moi, je n'ai pas du tout fait cela. Je travaillais sur la logique classificatoire de tous les aspects de l'existence et du monde qui les entourait. Les plantes, les animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons, mais aussi les maladies. Il y a une classification des maladies qui est très, très subtile et qui montre comment plusieurs axes simultanément entrent en jeu et font qu'on est dans des ensembles qui s'entrecroisent, qui s'interpénètrent avec des classes ponts, tout ça est très compliqué. Mais cette logique classificatoire, j'ai une citation de Lévi-Strauss au début du chapitre sur les maladies qui montre la complexité des entrecroisements des ensembles. Les ensembles ne sont pas isolés. Ils se chevauchent, ils s'interpénètrent. C'est la complexité de la logique classificatoire qui là est illustrée. Ensuite, ce qui est très important aussi et qui était tout à fait pionnier à l'époque dans ce livre, c'est le chapitre sur le temps et les constellations. C'est-à-dire plutôt, Pariyama, c'est les astérismes, parce que si je dis constellation, vous penserez grand ours, petit ours et compagnie, font un découpage différent dans la voûte céleste de la configuration des astérismes et leur donnent des noms tout à fait différents, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que la maîtrise qu'ils ont du cycle dans la trajectoire céleste sur un an des constellations qui est corroboré par le cycle des deux saisons, c'est-à-dire la saison sèche et la saison humide avec la mousson, les deux sont corrélés, c'est-à-dire qu'on est en présence à la fois d'une ethnoastronomie et d'une météorologie qui va permettre la culture du riz, précisément dans le champ de montagne. Parce que ça, c'est maîtrisé, on saura planter le riz et surtout
le récolter progressivement, parce que j'ai inventorié, quand j'étais dans la montagne, 82 variétés de riz différentes que j'ai déposées à l'Institut national du riz, international du riz, l'IRI, à Los Baños. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a 82 dans le champ de monsieur Rilla ou de monsieur Intareuil. Ça veut dire qu'il y a la possibilité toujours de croiser deux variétés, d'en avoir une troisième, puisqu'il s'agit de population et pas de clones. Bon, tout ça, il faut avoir Audricourt derrière pour bien maîtriser tout ça, et c'est assez simple. Mais c'est en même temps un immense travail exploratoire. C'est encore une forme de l'empirie qu'il faut observer in situ. Et ça fait partie de la méthode aussi. Être sur le terrain, pas 10 jours, pas 15 jours, un cycle annuel complet. Pour en revenir aux constellations, ce que les Palawans voient dans le ciel, c'est, et ils ont les mythes qui afférents à chacune des représentations, c'est les outils qu'ils ont sur la Terre. Autrement dit, ils projettent dans le ciel la géographie et cette science sublime qui voit dans le ciel l'image de la Terre, disait Ptolémée. Eh bien, c'est ça. Ils voient dans le ciel l'image de ce qu'ils sont sur la Terre, ce qu'ils font. Alors, il y a le motif de la pêche, de la chasse, bien sûr, de l'essar, des travaux ménagers, et il y a 5 motifs, aménager et la culture du champ. Oh, je ne sais plus, il me manque un. Mais ça vient d'une observation des astres en saison sèche, parce qu'en saison des pluies, on ne voit plus les constellations, puisqu'elles sont noyées dans les nuages. Elles tournent le jour et la nuit, bien sûr. Le jour, on ne les voit plus parce qu'elles sont noyées dans la lumière du soleil. En saison des pluies, elles sont noyées dans les nuages. On ne les voit plus. Alors, quel est le critère de pertinence pour savoir à quelle constellation sommes-nous sur cette Terre si nous ne les voyons plus? Eh bien, ce qui est pertinent en saison des pluies, ce n'est pas l'ascension vers le méridien, le passage au méridien et la déclinaison, c'est précisément le moment où la constellation est totalement absente. Évidemment, vous ne pouvez pas la voir, mais en plus, elle est tombée derrière la montagne. C'est remarquable d'intelligence, parce qu'ils ont un critère de distinction de la pertinence du cycle des constellations différent selon la saison des pluies et selon la saison de la chaleur. Voilà, ça c'est une petite illustration de la complexité de ce savoir. Et c'est lié à la météo, bien sûr. Et ça commande toutes les activités sur la Terre, aussi bien de chasse, de cueillette, que de travaux dans les sarres. Tout est commandé par le ciel. Mais, en vérité, c'est une agronomie stellaire. C'est en vérité aussi grâce au fait qu'il faut que ce riz pousse sans être inondé ou irrigué. Il faut donc le lier au système des pluies. Et il y a 6 petites moussons dans la mousson alternant avec 6 saisons sèches. Donc ça, c'est très complexe. Vous ne pouvez pas le dégager si vous n'êtes pas pendant un an présent. Vous ne pouvez pas le savoir. Ça s'élabore au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Ça fait partie de la méthode. Le temps de travail et d'observation in situ, indispensable. Quand je pense que les Russes ne permettaient qu'une semaine sur le terrain, les Chinois en font autant. Non, c'est pas possible. Alors qu'ils ont d'excellents savants, linguistes, c'est pas possible. Ils ne comprennent pas. Au nom du parti, on ne comprend pas. Voilà. Outre le cycle annuel de la trajectoire des constellations, il y a 105 étoiles qui forment 19 constellations. 11 sont pertinentes de nos jours. Elles sont sur l'écliptique. Il y a les mythes qui fondent tout cela, les activités terrestres qui sont régies par
c'est les travaux et les jours d'Hésiode, si vous voulez, qui m'inspirent là, très clairement. Mais évidemment, il fallait l'avoir vécu in situ pour pouvoir bien cerner les choses et le confronter à leur approbation ou à leur désapprobation. Donc j'ai fait le grand almanach des activités, aussi bien de chasse, de pêche, de collecte en prédation dans la forêt, champignons, escargots, tout ça c'est saisonnier. Et c'est lié à cette maîtrise du cycle annuel. L'année commence d'ailleurs en juin avec l'arrivée de la mousson. C'est pas au 1er janvier l'année qui commence. C'est la mousson et le retour des Pléiades qui permet de donner l'envol de la nouvelle année. Bien que, oui, parce que Biagata, la vie de l'homme, c'est la première variété de riz récoltée, ça sera en août. Voilà. Et après, ça va jusqu'à novembre, début décembre, par les variétés tardives. Et puis après, on a encore quelques jours, mais en mars, c'est la soudure. Et là, on bascule vers les tubercules, manioc, taro, igname, patates douces, ils n'en ont pas tellement. Et surtout, encore le lien s'établit en juillet avec le lien entre les tubercules et le riz par le maïs. Donc on a de quoi manger, mais on a faim. Faim de riz. Ça ne veut pas dire qu'on meurt de faim. Or, la plupart des gens interprètent ça, ils ont faim, il ne faut pas qu'ils continuent, il faut qu'ils descendent de la montagne. Ils ne veulent pas comprendre comment les choses s'articulent. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas savoir. Là, ce sont les politiques. On veut à tout prix, depuis des dizaines d'années, on veut leur interdire de faire le champ, alors qu'il faut un écosystème complexe, extrêmement précieux et extrêmement efficace pour vivre en autarcie. Voilà. Mais ça ne veut pas être compris par les autres. Et surtout, il faut leur interdire de faire le riz. C'est pas le riz qu'ils font dans le champ. Ils font beaucoup plus. Il y a même des légumes. C'est un écosystème complexe. Donc, c'est un modèle dans l'agroécologie actuelle. C'est un modèle du genre. C'est ça ce que je vais expliquer cette année à la conférence sur qui vient. J'ai 50 minutes d'explication sur ça. Et oui, l'agrotech, elle a des témoignages formidables chez les montagnards. Voilà. Bon. Donc il y a pour tout cela une littérature orale très dense, mais ce qui m'a... très dense en petits mythes. Les mythes ne sont pas complexes comme les mythes amérindiens, pas du tout. Et ce sont des sortes de petites vignettes. Certains sont plus élaborés que d'autres. Par exemple, le mythe d'origine du riz et des tubercules est plus élaboré que d'autres. Mais le mythe d'origine de telle constellation, c'est une vignette qui explique que font Tarong et dans le ciel, il porte un double entrenœud de bambou, c'est Tarazeb, Al-Shahir et Al-Tahir, Al-Shahir et Tarazeb qui sont là, les 3 étoiles. Quand à un moment le bambou va basculer, quelques pluies vont tomber sur la terre, c'est l'indice qu'on va pouvoir planter parce que le sol est légèrement ameubli. Tout ça, c'est lié à la mythologie. Vous voyez, c'est pas indépendant, c'est pas les mythes comme des histoires qui n'ont rien à voir. C'est très concret. C'est parce que le sagob, l'entrenœud de bambou avec lesquels charrie l'eau, s'incline comme ça que quelques gouttes vont tomber et que le sol va s'ameublir et que bientôt on va pouvoir planter. Donc c'est une agronomie stellaire. Voilà. Et bon, pour en revenir à la littérature orale, alors qui, elle, est très dense, c'est surtout le genre épique qui m'a le plus
interpellée et qui m'a le plus bouleversée parce que d'une richesse exceptionnelle. Le chant de l'épopée dure toujours une demi-nuit ou une nuit. Mais il y a des grands récits. Là, j'ai derrière moi Ricoeur, toute l'œuvre de Ricoeur, temps et récit. La mimésis, la triple mimésis. Pour faire une herméneutique de ces épopées, j'ai derrière moi Ricoeur. Ce n'est plus Lévi-Strauss. C'est Jacobson qui a commencé sa vie avec les épopées russes et Ricoeur. Donc, les épopées sont de longs récits chantés qui chantent invariablement une question d'alliance de mariage. Donc, vous avez une anthologie de toutes les formes de l'alliance dans le récit des épopées. Comme j'en ai enregistré 15 ou 16, elles ne sont pas toutes traduites en intégrale, parce qu'il y en a 2 de 6 et 7 nuits. Il y en a, je n'ai pas tout publié, j'ai encore des manuscrits en instance. Il y en a une d'une demi-nuit, ma Mumine Bin. Il y en a d'autres d'une nuit couramment, ça c'est monnaie courante. Donc ça commence à 7 heures du soir, quand le soleil est parti, et ça s'arrêtera avec le lever du soleil. Voilà. On ne peut pas chanter avec la montée de l'astre du jour. Alors ce qui est beau, c'est là on touche à quelque chose de très intéressant, c'est l'inspiration créatrice et la mémoire, évidemment. Parce que rien n'est fondé sur le vide, tout repose sur des histoires qu'on a entendues ailleurs, puisque l'alliance de mariage fait que les hommes doivent aller au hameau de leurs épouses, leurs futures épouses, et prêter service à ses beaux-parents. C'est une uxori-localité. Donc, s'il veut atterrir une deuxième épouse, il faut ou qu'il prenne la cadette de cette femme pour rester dans l'hameau, ou qu'il aille ailleurs. Et qu'il garde et qu'il réépouse sa première épouse, Poun. Pour avoir une douée, donc il devra... Et alors, dans ce déménagement, de toute façon, il a quitté son hameau familial, puisqu'il doit aller ailleurs et s'agglutiner à un autre groupe. Il entend des répertoires différents. Et j'ai fait dans le film, vous le verrez, la carte généalogique de Massino et de tous les bardes qui l'entourent. Il y en a 19 qui l'entourent, à cause de sa vie, des enseignements qu'il a reçus des uns et des autres. Si un visiteur vient et qu'il se trouve qu'il est de l'autre côté de la montagne, et que pour honorer ses hôtes, on lui demande de chanter, qu'il chante une épopée, quelqu'un de ce côté de la montagne où je suis va entendre, écouter, mémoriser, en une nuit, en une audition. Mais après, il va travailler tout seul, dans la forêt ou dans la maison du chant, pour développer en lui des mélodies et s'approprier. C'est l'embodiment du texte, du récit qu'il a entendu. Ce n'est pas un texte, c'est le récit qu'il a entendu. Il va l'incorporer en lui, en sa mémoire, il va le répéter, il va le travailler. C'est ça ce que j'ai, la mémoire au travail. Le travail de la mémoire au travail. Et il va en plus donner une touche particulière, personnelle à ce récit. Et cette touche peut être mélodique ou narrative. Il va il va aller dans la forêt recueillir la résine de dammar, les gros lumps, les gros berlingots de résine qui, par des incisions, on recueille de ces arbres magnifiques. Et là, ils vont en groupe. Et il est normal, parce que c'est loin, et qu'il faut redescendre avec 70 kilos sur le dos. Ils dorment dans la forêt. Et là, le barde, quand il en a envie,
quand il se sent en forme, va s'isoler et écouter sous les arbres le vent filtré par la canopée, par les feuilles. Les feuilles vont transformer le son du vent. Et ce vent va lui inspirer des mélodies. Et c'est ainsi qu'Usui a créé autant de mélodies que de personnages. Quand il a entendu le récit de Buntoli, que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y avait qu'une mélodie, c'était monodique. Là, il en a introduit autant que de personnages. Ce sont des sortes de... Ils n'ont pas de marionnettes, comme en Indonésie, mais il y a des icônes sonores qui symbolisent un personnage. Voilà. Donc, tout ça, je l'ai découvert. Hein. Personne ne me l'a enseigné. C'est mon travail. C'est mon travail. Et quel est cet état dans lequel ils sont quand ils sont dans la forêt, que entre sommeil et veille, qu'est-ce qui se passe selon eux? C'est qu'un bon génie, un Tao Manunga de la forêt, des Tao Kabut Buluran, un bon génie des monts, vient leur souffler cette mélodie, ou telle mélodie, telle variante de mélodie pour telle personne. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnages de l'épopée flottent au-dessus de la canopée des grands arbres de la forêt, c'est leur résidence, et inspirent aussi le barde. Vous voyez, c'est magnifique comme conception de l'inspiration créatrice, le palop-lop, c'est-à-dire ce qui vient vous toucher, ce qui s'appose sur vous. Et c'est sonore. Voilà. Ça, c'est le grand mystère explicité par eux. Massine m'a expliqué cela, Usui m'a expliqué d'autres choses, Buntoli, j'ai le récit de vie de ces hommes, j'ai leur propre enregistré, transcrit, traduit. Dans le film que je vous ai donné, Massino raconte sa propre vie. Ce sont des extraits du récit qu'il m'a fait, mais je n'ai rien, je ne suis que le passeur, je ne dis rien dans ce film, sauf 2-3 encadrés quand je passe d'une section à l'autre, c'est tout. Je ne dis rien, je ne parle pas, c'est lui qui parle. Donc, voilà. C'est lui qui a la parole. Et c'est lui qui a le chant. Et c'est lui qui a l'expérience vécue, qu'il me dit, qu'il me transmet, qu'il m'explicite en ces termes. Et c'est ça qui m'intéresse, pas autre chose. Je n'ai rien à leur apprendre. C'est eux qui m'apprennent. Voilà. Alors évidemment, beaucoup d'épopées qui varient. Mais alors, je suis allée sur la côte ouest cette année. J'y étais allée une fois en 70 et jamais revenue. Et là, j'ai énoncé la liste des épopées que je connais. Et en face de là où j'étais, c'est la Ransang, où il y a les Taot Batu, les fameux hommes qui vivent dans les rochers, c'est-à-dire en variation saisonnière, ils vivent dans les abris rocheux de l'ouverture des grottes pour se protéger précisément du tonnerre dont ils ont très peur et qui est terrifiant, je dois dire. Quand la mousson arrive, c'est précédé de tonnerres terrifiants. Et là, ils connaissaient les répertoires que je mentionnais. Donc c'est les mêmes hommes, ce sont les mêmes hommes. La montagne n'est pas une barrière. Les barrières sont plutôt par vallée, dialectale et dans la transmission de la littérature orale. Donc ils commutent beaucoup, ils circulent dans la forêt, dans la montagne. Et c'est des marches de 12 ou 24 heures très dures, très dures.
Mais ça, ils le font. Moi, je n'ai pas pu le faire. Je n'avais pas la force. Donc, j'ai enregistré Kudaman avec Usui, La quête en épouse Mame Minbin avec Massino. Après, beaucoup d'autres épopées avec Dankog, fils de Lapan aussi. J'ai enregistré Sipuliog. J'ai enregistré une femme qui s'appelle Sikaret, qui a chanté Durus Mata. Tout ça, c'est dans l'archive des épopées que j'ai mise dans le site d'Athénéo. Et c'est justement, je vais en venir à cela, c'est grâce à l'expérience vécue que j'ai eue auprès des Palawan et mon émerveillement devant cette capacité mémorielle extraordinaire et de créativité que je me suis intéressée à l'épopée et que j'ai proposé 2 thèmes à l'UNESCO lorsqu'on commençait les routes de la soie, routes de dialogue, soit étudier les mythes d'origine des choses, soit les épopées le long des routes de la soie. Et c'était le professeur Leclan, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui a préfacé ce livre bleu, et Vadim Elisseev, qui, après l'Atlas du riz, m'a choisi, parce qu'il s'est dit, celle-là, elle va se débrouiller dans toutes ces langues, certainement, alors que ce n'est pas le cas du tout. J'avais quand même une assise linguistique assez grande pour pouvoir couvrir les routes de la soie. En Asie centrale, c'est des langues turques, je n'étais pas du tout axée sur ces langues, ni sur les langues attons, j'étais axée sur les langues austronésiennes. Mais enfin, j'ai laissé les autres faire le travail. Il y en avait assez pour beaucoup de monde. Et ils ont choisi, lui était un Russe, alors l'épopée l'a beaucoup plus touché que les mythes d'origine des choses. Voilà. Donc, nous avons mis en marche ça pendant 10 ans. J'étais responsable de ce séminaire international et je menais le séminaire à Paris à l'INALCO. Et j'ai fait 105 séminaires sur l'épopée avec Asie centrale, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie du Nord. J'ai là, vous pouvez le prendre, un livret de 3 pages, de 3 fascicules, là, non, dessous. Le bleu qui est dessous, vous voyez, celui-là. Et là, vous avez, ça n'a jamais été publié, c'était des choses internes. Le séminaire, telle année, c'était les récits de fondation, tous les intervenants qu'il y avait pendant l'année. Et puis l'année suivante, l'autre livret, interaction orale-écrit, mode de composition, mode de transmission lors de la personne, mode de transcription. Puis là, c'était épopée et les récits de fondation. Là, c'était de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, une autre année, ça a été... je vais vous le montrer. Épopée orale, semi-littéraire et littéraire, les représentations des héros, images poétiques, images graphiques, formules mélodiques et rythmiques. Ça, c'est 3 années seulement, hein. Mais j'étais triste parce que ça n'a jamais été publié dans les cahiers de littérature orale. Ça aurait dû l'être. Ce sont de beaux travaux. Tiens, c'est parfait d'avoir ça. Je veux le scanner de nouveau. Voilà, la relation iconique, par exemple, là, j'analyse. Il y a beaucoup d'articles qui sont restés non publiés, que moi j'ai reliés, puisque je les avais édités. Et voilà. Si vous voulez en faire la photo de ça, ce serait intéressant, parce que ça n'a jamais paru. Je pensais que ça pourrait faire l'objet d'un fascicule de littérature orale, au moins une des 3 années. Mais il y a eu plus que 3 années, hein. Ça a duré 10 ans. Ça vous donne une idée de la teneur des séminaires, vous voyez.
Et puis, c'était formidable parce que tout le monde venait. C'était très, très bien. Ça s'est bien articulé à Paris. Et chacun partait en Inde ou chez les Aïnous. Il y a Massé qui a fait sur les Aïnous. Euh, Chacun restimulait dans d'autres directions, vous voyez. Mais en même temps, chaque pays devait s'y mettre. Et certains, c'est là que les Kirghizes ont découvert qu'ils avaient une épopée soi-disant de 1000 ans, alors que c'est le Manas. Alors, en Angleterre, il y avait à Londres, la SOAS et à Oxford, le professeur Hatto, qui avait mené un grand séminaire sur l'épopée qui me précédait. En Allemagne, il y avait le professeur Heissig à Bonn, qui lui était un mongolisant formidable, qui avait travaillé, publié au kilomètre. Alors là, c'est aussi des kilomètres d'épopée. Mais Heissig me disait que quand il a entendu pour la première fois une épopée chez les Mongols, ça l'a ennuyé profondément. Il se disait, c'était pendant la guerre, il était en Mongolie pendant la guerre. Il se disait, qu'est-ce que c'est que cette voix? Les Mongols ont des voix extraordinaires. Et il n'a pas été du tout sensible. Après, il est devenu un fan. Mais c'était un homme merveilleux. Et puis, il y avait aussi le professeur Onko à Turco, avec le Kalevala et les Lapons là-haut. Et le professeur Turco avait fait aussi une proposition à l'UNESCO, mais j'étais déjà choisie. Et on n'a pas fait rétroaction. Il était très, très contrarié. Un homme du Nord, viking, il n'était pas du tout content. Il m'en a beaucoup voulu, je crois, d'avoir continué le travail. C'était fait, c'était décidé. Donc, voilà. Mais Heissig et Hatto étaient formidables. De vieux messieurs, ils sont morts tous les deux, mais j'ai pu travailler avec eux. Dans ce paradigme-là. C'est un autre monde que les sciences naturelles, vous voyez, c'est autre chose. Alors c'est ça qui est merveilleux dans notre vie, c'est qu'on peut faire tellement de choses différentes. Il n'y a pas que la baleine, hein, je peux vous dire. Il y a 1000 choses qui viennent à vous ou qui ne viennent pas, mais c'est le hasard aussi. Et c'est vos inclinations. Et c'est ça qui est...